On va parler aujourd'hui des enfants médiums. Peut-être que vous avez vous-même autour de vous des personnes, des enfants, ou vous-même avez eu ce type d'information, de ressenti lorsque vous étiez plus jeune. Et on va voir un petit peu quelles peuvent être les solutions apportées ou tout simplement les histoires qu'on nous relate et quelle est notre marge de manœuvre pour pouvoir aider éventuellement ces enfants si ces enfants sont en souffrance. Donc bonjour à tous à nouveau, je suis Aram, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est mon véritable prénom. Ça fait maintenant un petit moment que je suis dans cette salle, je fais des conférences régulièrement, je suis également médium. Et mon parcours a fait que moi, mes capacités, je vais appeler ça comme ça, j'aime pas le mot don du tout, j'aime pas du tout ce terme, on va appeler ça capacité. Je considère que ce sont des capacités qui sont présentes chez tout le monde, ce sont des capacités qu'on peut développer. Je parle de l'intuition, je parle de la voyance, je parle éventuellement du contact médiumnique. Et ces intuitions, ces contacts, chez moi, ont commencé surtout vers l'âge de 14 ans à peu près, c'est-à-dire à l'adolescence. À l'adolescence, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de ce que moi j'appelais l'invisible, c'est-à-dire d'un ressenti. De temps en temps, je ne me sentais pas seul, malgré que j'étais dans un lieu où je pouvais me sentir en sécurité, comme ma chambre, et bien entendu, il y avait certains lieux, et je pense que vous avez peut-être tous vécu ça étant enfant, certains lieux qui n'étaient pas propices. C'est-à-dire qu'on allait des fois, on parle souvent de la cave, d'un local particulier, etc., où on n'y va pas assez, enfin on ne va pas tous les jours là-bas avec un éclairage qui n'est pas très fort, etc. Peut-être que vous avez tous eu ce type de souvenirs, vous avez tous ce type de souvenirs avec des endroits où on ne se sentait pas bien. Alors, chez moi, c'était un peu plus exacerbé puisque il y a certains endroits où vraiment je ne me sentais pas seul. Donc j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait créer ce type de ressentiment. J'en parle souvent, c'était aussi la période des films comme Amityville, Poltergeist, enfin tous les films dans les années 80 qui faisaient peur, qui faisaient vraiment, vraiment peur. Moi j'étais ado, je regardais ça, on se faisait peur avec les copains. Et sauf que moi ça restait, puisque j'étais persuadé qu'il y avait encore quelque chose qui était présent dans les lieux. Avec ces ressentis, eh bien j'ai essayé de comprendre le pourquoi en fait de... On va faire juste une petite pause et je vois encore 2-3 personnes qui arrivent. Voilà. On va attendre 2 secondes. Oui, parce que les dames, elles me disaient c'est fermé alors. Mais non, tout est ouvert. En commençant par votre cœur. Ah oui. Allez, je vais continuer. Donc je disais qu'effectivement, vers l'âge de 14 ans, 14-15 ans, chez moi, ces ressentis étaient véritablement très présents. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'invisible, qui était bien entendu plus marqué quand on se retrouve seul, qui était beaucoup plus marqué quand c'est la nuit aussi, où tout le monde dort, ou en tout cas il y a un silence particulier, une atmosphère très, très spéciale. Donc chez moi, c'est effectivement, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, voilà, je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelqu'un, je sens qu'il y a quelque chose, encore une fois, de l'ordre de l'invisible. Je ne savais pas ce que c'était. Regardant les films, bien entendu, de l'époque, ça me faisait peur, parce qu'on allait dire que c'était le diable. Il faut dire aussi que j'avais une éducation un petit peu, enfin particulière, non, pas particulière, je suis ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, pardon. Donc, on m'a parlé de Dieu, on m'a parlé du diable, on me parlait beaucoup du diable aussi, enfin... J'avais une grand-mère qui me disait « Oh là là, tu sais, dans le miroir, on voit le diable. » Je sais pas, peut-être il y a eu chez vous aussi des croyances comme ça. Et à chaque fois, moi, quand je passais à côté d'un miroir, j'en avais peur. Et en plus, il se trouvait que, étant même très jeune, j'ai commencé à voir des choses dans les miroirs.
Et alors ça, c'était assez jeune, hein, je pense vers l'âge de 8 ans à peu près. Je commençais à voir des choses, des formes, peut-être des visages, je me souviens plus exactement, mais je sais que j'en avais encore plus peur. Et comme on m'a dit, bah, c'est le diable, bah, pour moi, je passais, les miroirs, je ne les regardais pas, c'était pas facile pour se coiffer. Mais plus tard, j'avais toujours cette éducation qui m'était restée en disant, voilà, le monde de l'invisible, le monde de tout ça, de tout ce dont on ne parle pas trop, était lié à quelque chose de négatif, était lié au malin, était lié au diable. Alors j'en avais très très peur. Et je ne pouvais pas trop en parler. Alors j'ai commencé à rechercher par moi-même. C'était dans les bibliothèques, j'en ai déjà parlé ici, mais c'était dans les bibliothèques. J'allais dans ma bibliothèque, j'essayais de trouver des informations concernant le contact ou le monde de l'invisible. Et je suis tombé sur les livres de ce monsieur dont vous avez le buste ici, Allan Kardec. C'était les seuls livres qui étaient présents dans ma bibliothèque et qui parlaient de ça. J'étais ado, hein, j'ai pas très bien compris. Tout ce que je savais, c'est qu'ils avaient l'air de dire que ça existait. Et ils avaient l'air, enfin en tout cas, je ressentais beaucoup de peur en lisant tout ça. J'avais des frissons très marqués. Donc, et puis en même temps, j'ai essayé de braver ma peur. Plus exactement, mes copains m'ont un peu poussé. Et on a commencé à faire du spiritisme. Donc très simplement, avec une table, avec des lettres qu'on découpait ou si on avait la chance d'avoir des lettres de Scrabble, voilà, on utilisait les lettres de Scrabble. Et puis un verre, peu importe le verre. Et puis on mettait nos doigts et puis finalement ça a commencé à fonctionner. C'est-à-dire que lorsque j'étais présent, c'était beaucoup plus marqué que quand je ne l'étais pas. Le verre commençait à écrire des messages. Et bien entendu, tout le monde en avait peur. Moi le premier, disons que je faisais comme si j'avais pas trop peur de ça, comme si je maîtrisais, mais pas du tout. Et finalement, chaque fois qu'on se voyait avec mes amis, on me disait tiens, on finit par une séance de spiritisme. Allez, on aimait se faire peur, comme tous les enfants, comme tous les ados, on aime bien se faire peur un petit peu. Eh bien, je me suis fait vraiment peur. En même temps, pour moi, c'était le seul moyen qui existait pour me prouver à moi qu'il y avait quelque chose d'autre. C'était un moyen. Donc mes copains étaient persuadés que c'était moi qui poussais le verre, ça c'est encore autre chose. Mais moi, vis-à-vis de moi, je savais que c'était pas moi qui poussais le verre. Et donc je me disais, voilà Aram, ça va, t'es pas complètement cinglé. Quand tu penses que tu as une énergie qui est présente, peut-être que cette énergie est là. Je ne sais pas quel type d'énergie c'est, mais en tout cas, je suis pas cinglé. C'est pas moi qui pousse le verre, il y a bien une énergie qui existe. Et après, j'ai commencé un peu à rechercher, et puis j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce type de ressenti d'aptitude. Finalement, c'est un peu plus tard, ça a duré à peu près de 14 ans, je dirais, oui c'est ça, 14 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, où je faisais du spiritisme régulièrement. En faisant du spiritisme, j'ai commencé un peu à maîtriser ce phénomène, je croyais en tout cas, pensais que je maîtrisais ce phénomène, en tout cas j'avais mon rituel perso, etc. Et je faisais ça assez régulièrement, on se voyait avec les copains, après j'ai fait du théâtre, donc dans mon groupe de théâtre, on se réunissait, on faisait, tiens Aram, tiens allez vas-y, on va finir par une séance de spiritisme, on se faisait peur, jusqu'au moment où ça s'est très très mal passé. Et puis là, j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit, je ne recommencerai que si je maîtrise ce phénomène. Maintenant, par la suite, j'ai commencé à travailler, à comprendre le phénomène, à développer cet outil, à développer la voyance, à développer la médiumnité. Et comme tout cela m'intéressait beaucoup, m'intéresse toujours, encore beaucoup, j'ai voulu comprendre comment ce phénomène fonctionne. Oui ? Quand vous dites que ça s'est mal passé, qu'est-ce que ça signifie ? Ça s'est mal passé, c'était très rapidement, c'était un soir, une ambiance très très particulière, c'était sur une péniche. Et j'étais avec donc des amis du groupe de théâtre. On allait très fréquemment sur cette péniche. Et ce soir-là, je vais dire que le verre était d'une énergie particulière, très très agité. Très très agité, alors que normalement, le verre met des messages, en général des conneries, hein. Souvent ce sont des usurpations, c'est-à-dire que les entités se font passer pour un tel ou pour un tel. J'ai dû avoir tous les rois de France, enfin les pseudo-rois de France, tous les gens célèbres, et bien entendu, je ne me faisais plus avoir après parce que j'avais mon dictionnaire. Donc je leur demandais quelle date tu es né, etc. Donc bien sûr,
hop, l'entité partait. Mais là, il y avait une énergie particulière. Ce verre réagissait, vibrait d'une certaine manière. Un de mes amis était en pleurs. Il s'agaçait. La maîtresse de maison, c'était une jeune femme, on était chez ses parents, mais ses parents étaient très rarement là, c'était des navigateurs. Et ce soir-là, alors qu'on restait dormir chez elle, elle nous dit « Non, vous partez !» On se dit « Tiens, mais pourquoi ?» etc. Et l'entité, en tout cas, nous annonce la mort d'un de nos amis. Donc voilà, j'avais jamais eu à faire face à ça. Et l'entité, toujours par le biais de messages, je lui demande, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, il faut que tu sois là le lendemain à 5h30, chez lui, devant chez lui, etc. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Donc j'ai arrêté. Ce soir-là, j'ai dit stop. Le lendemain, je me suis retrouvé à 5h30 devant l'appartement de cet ami. Je me souviens encore, un jour je les retrouverai. J'ai enregistré avec un petit magnétophone mes dernières volontés, c'était presque ça, vous voyez, en disant voilà ce qui m'est arrivé, j'ai tout relaté, etc. En disant j'avais 18 ans, hein, si la police me retrouve, etc. Ils sauront ce qui s'est passé. Et je m'étais dit de toute façon, je ne retouche plus à tout ça tant que je ne sais pas maîtriser ce phénomène. Bien sûr, j'y étais, il ne s'est rien passé. Mais ce soir-là, puis le verre a aussi explosé en 1000 morceaux. C'était assez particulier. Assez particulier. Donc, par la suite, donc j'ai dit, bon, maintenant je vais maîtriser. Il se trouve que j'ai rencontré une personne qui m'a dit, ok, on ne touche plus à tout ça. Maintenant, tu vas réapprendre les bases, la voyance, la médiumnité, mais avec un autre aspect, avec l'aspect spirituel. C'est-à-dire, bien sûr, ça va se développer, ces aptitudes vont se développer, tu pourras le travailler aussi si tu veux, mais ce sont des outils pour une aide spirituelle. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a intéressé tout ça. J'ai toujours été passionné par ça, parce que j'ai voulu savoir comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait. De temps en temps, je me retrouve face à certains collègues qui me disent « Mais non, ça ne s'apprend pas, ça ne se développe pas. La preuve, moi, je ne l'ai jamais appris, je ne l'ai jamais développé. » C'est leur point de vue, mais moi, j'ai envie de leur répondre « Mais ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais appris que ça ne se travaille pas. Peut-être que tu as déjà développé ça dans une de tes vies passées. Et aujourd'hui, tu arrives avec cette aptitude, un petit peu comme un enfant qui va arriver avec une aptitude de savoir jouer au piano, et en tout cas qui va avoir des facilités à jouer au piano. Et bien, c'est la même chose. Et j'ai voulu apprendre à développer cet outil. J'ai voulu connaître les techniques pour apprendre aux autres à développer ces outils. Et bien entendu, je me suis intéressé aux possibilités qu'ont les entités par rapport au contact, notamment par rapport aux possibilités sur la matière, parce que ça nous intéresse tous, parce que vous avez tous entendu parler des phénomènes de ce qu'on appelle les poltergeists, c'est-à-dire des phénomènes d'objets qui vont être en mouvement. Vous avez tous peut-être entendu certaines personnes qui ont vu, ressenti des choses. Il y a des livres, il y a des reportages, et là, au départ, on m'avait dit les entités n'ont aucun pouvoir sur la matière, à part l'électrique et le magnétique, l'électromagnétisme. Faire claquer une ampoule, allumer une chaîne Hi-Fi, alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué on est tout en numérique, hein, donc passer par le hertzien par rapport à la télévision ou par la FM par rapport aux bandes radio, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, elles ont une possibilité sur l'électrique et sur le magnétique. Ça oui, j'ai pu le tester. Peut-être que vous avez pu le tester aussi. Mais le reste, il y a des gens qui nous disent « j'ai été touché, j'ai été poussé ». Il y en a qui vont vous dire « j'ai vu des portes claquer, j'ai vu des choses tomber, etc. 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 » Alors j'ai voulu comprendre. Pourquoi? Parce que c'était des personnes aussi, même des personnes autour de moi, dont je ne remettais pas leurs paroles en doute. Ils ont vécu ça, ils ont vu ça. En tout cas, une partie de leur être a vu ça. J'ai voulu comprendre. Au départ, j'ai cru que c'était un phénomène hypnotique. Quand vous connaissez l'hypnose, vous pouvez faire croire à une personne qu'elle voit certaines choses ou elle ressent certaines choses. J'ai voulu comprendre ça. Et puis après, quand on regarde un peu, il y a aussi, on m'a parlé des enfants qui vivaient des choses pareilles. J'ai voulu m'intéresser. Alors, la réglementation française, ou en tout cas peut-être mon ressenti vis-à-vis de ça, fait que de temps en temps je suis un petit peu
prudent, je vais dire, avec les enfants. Parce que bien entendu, le premier réflexe, quand un enfant va vivre des choses en dehors de la normalité, ça va être de l'emmener chez le psy, hein, quand c'est quelque chose de répété. Et je ne remets pas du tout en cause cette attitude des parents qui veulent aider leurs enfants. Simplement, aujourd'hui, moi par exemple, je travaille avec des psys qui m'appellent et qui me disent « Bon, je peux rien faire, hein, c'est ton boulot. » Donc je vais essayer de balancer, à un moment donné, faire comprendre aux enfants, aux parents, pardon, que ça serait bien d'aller voir plutôt un médium plutôt que le psy. Mais bon, ce réflexe est quand même bon. Il y a aussi des psys qui ont un ressenti qui est extraordinaire, mais ils se retrouvent face à des choses très spectaculaires ou à des phénomènes de ce qu'on appelle l'ami imaginaire. Peut-être que certaines personnes ici ont eu cet ami imaginaire, et les parents sont complètement dépassés par ça. Au départ, ça amuse. Ah bah c'est bien, mon fils s'amuse avec un ami imaginaire. Oh là là, qu'est-ce qu'il a comme imaginaire, justement. Il va pouvoir s'amuser avec, mais il parle, très bien. Mais sauf que ça ne se fait pas que dans la phase de jeu. Ça se fait la nuit. Ça se fait à tout moment. Et donc, et des fois, l'enfant dit « Non, je veux plus t'écouter, etc. » machin. Donc là, on commence à dire « Oula, il y a peut-être un problème. » J'ai voulu comprendre, parce que je ne remets pas en cause éventuellement... Enfin, les enfants, je ne les remets pas en cause sur leur véracité. Alors, quand on gratte un petit peu, il y a toujours un petit peu de je tourne autour, mais j'ai plus tendance à croire les enfants. Et donc je me suis dit, ils voient des choses, ils ressentent des choses. Je veux essayer de comprendre ce phénomène. Je me suis intéressé à ça, et puis aussi j'ai eu affaire à des enfants qui vivaient des choses pas très sympathiques, on va dire ça comme ça. Eux, bien entendu, alors je fais tout de suite une parenthèse, j'ai déjà évoqué ici, mais quand on était enfant, et qu'on était sous la couette, tranquille, peut-être que certaines personnes ici présentes ont déjà vécu ça. La présence, je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Et je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'ont aucune aptitude aujourd'hui, qui se disent avoir aucune aptitude de voyance ou de médiumnité, quand on leur pose la question en disant « Ah oui, mais moi j'étais persuadé aussi qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. » Vous avez vécu des choses comme ça? Vous avez eu ce type de ressenti? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on appelle les parents, etc. Et les parents arrivent. Et les parents, le rôle des parents, c'est de rassurer l'enfant. Donc ils vont allumer la lumière. Ils vont dire, mais tu vois mon enfant, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout va bien. Tu peux t'endormir, il n'y a rien. Mais moi, cette chose-là me faisait encore plus peur. Parce que ça voulait dire que mes parents n'étaient pas capables de me défendre face à ça. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je peux entendre en disant, bon, t'inquiète pas, tout va bien. Et bien c'est la même chose pour les autres enfants aussi. Quand leurs parents viennent leur dire, t'inquiète pas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Regarde, j'ouvre le placard, il n'y a rien, tu vois, dans le placard. Je vais le refaire, mais ça, c'est peut-être juste une ombre, tu sais, c'est la lune, etc. Et machin. Et nous, intérieurement, sous la couette, on sait. Et on est là, non, je sais qu'il y a quelqu'un. Et j'ose pas ouvrir les yeux. Mais il y a certains enfants qui voient des choses. Dès qu'ils ouvrent les yeux, ils vont avoir... Alors, ce n'est pas que des choses négatives, hein. Il y en a qui vont voir de très très belles choses, de très belles lumières, des choses très agréables. Ils peuvent ressentir une forme de caresse sur leurs cheveux, quelque chose de chaleureux. Et d'autres vont voir des choses qui leur font peur. La vision, en tout cas ces phénomènes, on dit que c'est présent jusqu'à peu près l'âge des 7 ans. Essayez de voir, vous allez voir que beaucoup d'enfants voient, ressentent, ont un discours aussi, vous parlent de choses en disant « Ah bah tiens, j'ai cru voir quelque chose, j'ai vu ça » ou « C'est toi qui étais là cette nuit Non, c'était pas toi, j'ai cru entendre une voix. » Bon, après ça s'estompe, ça s'arrête. Et pour certaines personnes, ça reste. Qu'on va appeler donc aujourd'hui voyant ou médium, ou en tout cas quelqu'un de sensible. Chez certaines personnes, ça reste jusqu'à normalement la fin de la vie. Et chez certaines personnes, ça s'arrête aussi parce qu'ils ont tellement une grande peur qu'il y a un blocage qui se met en place et le phénomène s'arrête. En fait, ces perceptions ne s'arrêtent pas, la vision s'arrête. C'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Chez les enfants, ça m'intéresse en fait parce que quand c'est un adulte, il va pouvoir raisonner facilement. Il va y avoir la peur, bien entendu. La peur est quelque chose qui est
déraisonnée. Mais chez un enfant qui se retrouve à ne plus dormir, à ne plus bien manger, à être dans la peur constamment, à ne plus vouloir dormir, à ne plus vouloir rentrer dans une chambre, c'est délicat, c'est très très délicat. Donc là, le rôle du médium, effectivement, si la législation, tout ça, où les parents sont assez ouverts pour pouvoir permettre ça, eh bien c'est de pouvoir aider cet enfant pour arrêter ce phénomène, en parlant avec l'entité ou éventuellement en expliquant à l'enfant d'arrêter d'avoir peur. Ok, il est là, maintenant, il ne le fait pas exprès de vouloir te faire peur. Ce sont des ignorants, ce sont des entités qu'on appelle le bas astral. Donc des entités qui sont juste ignorantes, qui aiment bien plaisanter. Mais sauf que nous, si vous vivez ça, une entité qui vient plaisanter avec vous, vous en avez peur, hein? Et moi le premier. Je sais exactement quelle est la capacité d'une entité, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire. Par contre, si je me réveille le soir, je vais aux toilettes et je me retrouve face à une entité, tout de suite mon cœur y bat, hein. Ça me prendra quelques secondes pour pouvoir remaîtriser ça, pour pouvoir lui parler, lui dire qu'est-ce que tu fais là, et je la remets dans la lumière s'il y a besoin. Oui, madame. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Il y a certaines personnes, dont les enfants, qui ont un accès, j'ai envie de dire un abonnement, comme une chaîne télé, à ce monde de l'astral, et qui voient des entités constamment passer. Ça reste aussi, il y a certains adultes avec qui je travaille qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre au moment du sommeil, souvent ça arrive au moment du sommeil ou au moment du réveil, et puis paf, des visages qui vont passer. Il n'y a rien, il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire il n'y a pas une entité qui vient se détacher, qui va venir communiquer. Non, c'est juste, elles ont accès à ça. Quand c'est juste ça, c'est troublant, hein. C'est très très troublant, mais bon, ça va. Et pour un enfant, des fois, il a juste accès à ça. C'est quand même particulier parce qu'il voit plein de visages. Des visages, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de communication particulière. Ça, c'est vraiment un phénomène qui est un phénomène à part. Après, il y a l'entité qui souhaite communiquer. L'entité positive, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire quelqu'un de la famille, ou en tout cas, alors certains vont l'appeler ange gardien, guide, etc. Appelez-le comme vous voulez, ça c'est juste une histoire de termes. En tout cas, une entité positive qui va être là, qui va essayer de faire part de sa présence à l'adulte ou à l'enfant. D'accord ? Quand vous êtes adulte, vous avez le réflexe de dire « Oh là là, j'en veux pas » ou « Je lui envoie plein de lumière et tout », l'enfant, il sait pas. Il sait pas. Et même quand c'est positif, ça lui fait peur. Si vous reconnaissez, vous, un défunt, voilà, tu dis « Oh là là, je suis avec une entité, mais bon, il ressemble à mon grand-père, je vais peut-être avoir moins peur. » Un enfant, même quand il voit quelqu'un qu'il a connu, il est quand même troublé parce qu'il sait qu'il est mort. Donc c'est quand même troublant. Mais il y a des enfants qui s'en tirent très bien aussi. « Ah je suis avec grand-père, je suis avec grand-mère, je suis avec un tel. Oui, ça se passe bien. » Quand c'est comme ça, tout se passe bien. C'est quand il commence à rentrer dans l'énergie de peur, où là, ça complique les choses. Et j'ai des parents qui sont affolés. Alors quand c'est jeunes enfants encore, les parents ont un rôle. Quand ils commencent à grandir, c'est-à-dire vers l'âge d'une douzaine d'années, et qui continuent à avoir ce type de phénomène, que fait aujourd'hui un adolescent ? Il va sur Internet. Et donc il va taper je vois mon grand-père ou des fantômes dans ma chambre, etc. Alors là, si vous voulez vous faire peur, vous allez avoir plein de vidéos, etc. avec des gens « Oh là là, t'es maudit, t'es machin, t'es dessus. » Alors le gamin, il est encore plus paumé. Encore plus paumé parce qu'il va se retrouver face à des gens qui répondent et qui ne connaissent absolument pas ce phénomène, d'ailleurs qui ne les vivent en général pas, et qui vont se dire je vais pouvoir répondre à ça sur des forums. En général, c'est pas des forums spécialisés, hein, c'est des forums de jeux vidéo, de trucs comme ça. Et puis ils se retrouvent à se dire waouh, je suis à part, j'ai peur de ce phénomène, je peux pas véritablement en parler aux autres parce que c'est ça aussi qui leur manque. C'est-à-dire les camarades, j'ose pas. La majorité des enfants n'osent pas parler de ça, de ces phénomènes, ni à leurs parents, ni à leurs camarades. Donc, il faut juste, en tant que parents, grands-parents, amis, oncles, tantes, etc., pouvoir des fois repérer ça. Si ils sont
en contact et surtout s'il y a quelque chose qui les gêne, si ça crée un réel problème. Parce que si ça ne crée pas de problème, bon bah tant mieux. On peut toujours parler suivant l'âge de l'enfant, bien entendu, mais on va lui dire, mais tu sais, il y a des choses qui sont... il y a des gens qui pensent que quand on est là-haut, qu'ils peuvent encore venir communiquer. D'autres pensent que les personnes qui sont décédées sont dans notre cœur, qu'on peut continuer à parler. À vous d'adapter votre discours vis-à-vis de ça et dire que, et en plus, moi c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, et en plus, certaines personnes ont la capacité de voir ces personnes. Et mes enfants me disent, mais on m'a dit que les fantômes, ça n'existait pas. D'ailleurs, on va leur répéter ça à longueur de journée, les dessins animés et tout. Scooby-Doo, à la fin, on retire le masque. Hein. Donc, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de monstres. Donc, à un moment donné, ils commencent à évoquer le fait d'être en contact avec ces entités, mais il faut leur dire qu'il y a certaines personnes qui ont la possibilité de les voir, et d'autres, ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est tout simplement parce que eux, leur cerveau aujourd'hui n'est pas capable de les voir. Et je prends un exemple tout bête, je leur dis, bah, tu sais, ici, là, dans la pièce, il y a des ondes radio, il y a des ondes Wi-Fi, avec un outil particulier, eh bien, on pourrait voir ces ondes, et pourtant nos yeux ne les voient pas. Eh bien, c'est la même chose. Certaines personnes ont capacité à voir ça, c'est comme s'ils avaient un outil particulier, comme s'ils avaient des lunettes particulières, et d'autres n'ont pas accès à ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, des fois, voilà, ça les rassure. Alors, bon, après, il y a l'âge, suivant l'âge. Est-ce qu'il y a l'âge où on va vous parler de la mort? Ah oui, mais il peut venir, il peut revenir. Mais vous savez, les enfants ne sont pas bêtes. Hein. J'ai eu la réflexion de mon fils qui, à un moment donné, quand on a eu un décès, on a dit, mais il est au ciel, il est sur un nuage. Vous savez, ce qu'on utilise. Et il a répondu, mais il va tomber. Et oui. Et parce que pour lui, le nuage, voilà, c'est rien. Donc, vous voyez, des petites choses comme ça, il faut savoir leur répondre. Alors nous, on est toujours avec de belles images, c'est bien, mais les enfants ne sont pas bêtes. Alors on va essayer d'adapter notre discours. Mais encore une fois, un enfant qui a peur, il va falloir le rassurer. Il va falloir le dire, t'inquiète pas, c'est normal. Et en plus, il y a plein de personnes comme toi. Il y en a plein qui vivent ça. Alors moi, j'ai eu à parler à des adolescents. J'ai dit, tu sais, j'étais comme toi. J'ai vécu les mêmes choses que toi. À un moment donné, j'ai voulu comprendre ça, j'ai rejeté ça. Mais par la suite, c'est un outil, c'est même un atout. On peut l'utiliser pour aider les autres. Ah ouais, tiens, d'un coup, on peut être valorisé. Parce que beaucoup d'enfants prennent ça un peu comme une malédiction. Il y en a, hein, parce que je vous dis, ils se retrouvent sur Internet, on leur dit, t'es maudit. Tu vis ça, t'es maudit, c'est pas bien. J'ai même vu un prêtre sur Internet qui disait ça. Donc, bon, je sais pas de quelle paroisse il était, mais... et il a dit, non, tout ça, ce n'est que le diable. Ce n'est que le diable. Dans toutes les religions, on parle de ça, mais on n'incite pas à le faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On n'incite pas à communiquer avec les défunts. Mais de temps en temps, l'enfant n'a rien demandé. Hein. L'enfant, il n'a rien demandé. C'est l'entité, ce sont les défunts qui viennent communiquer avec lui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant n'y est pour rien. Il va falloir aider. Alors, il y a plein d'histoires. Et il y en a des dizaines, des centaines. Dans le monde, il y a même eu quelques reportages qui ont été faits, notamment aux États-Unis, où ils faisaient, avec l'aide d'un médium expérimenté, ils allaient voir ces enfants qui étaient très sensibles. En plus, souvent les enfants utilisent l'émotion. Et l'émotion, quelque chose d'encore moins de contrôlé. C'est-à-dire, et encore plus, il y a une émotion qui n'est jamais contrôlée, c'est la peur. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire des phénomènes où on voyait des choses bouger, etc. Je vais vous donner mon point de vue. C'est mon point de vue. Testez les choses. Moi, c'est comme ça que je fais avec mes élèves quand je les forme en voyance. Je dis, testez les choses. Après, vous voyez si ça peut correspondre ou pas. Je vous ai dit que dans mes expériences et dans ce qu'on m'a dit au départ, que les entités, que les esprits, tels qu'on les appelle, n'ont pas la capacité de toucher la matière. J'insiste là-dessus, je suis d'accord avec ça, D'abord,
parce que là où il n'y a pas que des gens super gentils, s'ils avaient la possibilité de toucher la matière, on serait tous en danger. Hein. Ah oui, et il y a plein d'assassins. Hein. Ceux qui viennent d'être tués hier, ils ne sont pas devenus gentils pour autant. Hein. Donc ils continuent à avoir, ils sont toujours avec leur ignorance là-haut. Donc si on se met en contact ou s'ils essaient de rentrer en contact, eh ben, on serait tous en danger. Et il n'y a pas que, là c'est une poignée, mais il y a des milliers ou des millions ou des milliards de personnes. Peut-être même vous dans votre vie passée, vous n'avez pas été très sympa. Et donc s'ils avaient la possibilité de se venger, etc., ben, on serait tous en danger. Alors, en même temps, je vous ai dit que je croyais quand même à ces phénomènes, aux phénomènes des portes qui claquent, des tableaux qui tombent, du téléphone qui sonne, etc. Et encore le téléphone, je vous ai dit électrique, magnétique, ou ça, ok. Ça, l'entité a la possibilité. Les autres phénomènes, et regardez un petit peu même dans les reportages, si vous vous intéressez à ça, des endroits où il y a eu des phénomènes très particuliers, ça passait toujours par un médium qui ne savait pas qu'il était médium. Ça passait toujours par une personne. De temps en temps même, à travers un enfant. Quand l'enfant ou quand la personne était là, les phénomènes étaient là. Quand la personne n'était pas là, les phénomènes n'étaient plus là. Donc c'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on est dans la peur, par exemple, vous savez, hein, vous savez qu'on utilise, je ne suis pas avec l'histoire des 10% du cerveau, mais en tout cas qu'il y a des zones non utilisées du cerveau qui font qu'on a une force incroyable. Si on doit, j'ai déjà pris cet exemple également, mais si on doit aider une personne parce qu'elle est elle est sous une voiture et qu'elle est écrasée, bah, on pourrait soulever la voiture avec notre énergie, avec notre peur. Et pourtant, scientifiquement parlant, on dit bah non, mais ça pèse tant de kilos ou tant de tonnes. Comment tu as pu soulever ça, etc. C'est pas possible. Mais notre énergie qu'on a rassemblée d'urgence ou de peur peut faire ça. On est capable de faire ça. Ça, c'est dans le positif. Dans le négatif, ça marche aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé des films qui faisaient peur. Si vous êtes angoissé, si vous avez vu un film qui vous a fait un peu peur, qu'est-ce qui se passe ? Votre oreille va commencer à entendre des bruits, des craquements, des pas, alors que dans le quotidien, on n'entendrait pas ça. Ou en tout cas, ça ferait partie d'un bruit ambiant et on va pas faire jouer notre imaginaire. Dans l'énergie de la peur, eh bien, on peut créer ce type de phénomène. L'entité peut émettre ce type d'information, mais ça passe toujours par le médium qui nous, en tant qu'humains, avons la capacité de télékinésie. Alors, ce que je vous dis n'est absolument pas prouvé par rapport à la télékinésie. Mais je pense très fortement que nous avons la possibilité, nous, de faire claquer une porte, Et quand on va être dans une énergie de peur, etc., où, paf, il va se passer des choses. Vérifiez, regardez, observez. Quand vous êtes dans cette énergie comme ça, comment les choses se mettent en place tout autour de vous. Et donc, ça touche à ce moment-là la matière. Mais c'est vous ou un médium. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas pouvoir gérer, mais regardez à chaque fois les reportages ou les histoires, il y a toujours un enfant ou une personne en particulier qui est là. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, l'entité, elle utilise l'énergie qu'on dégage pour faire l'acte qu'il veut lui ? Non, elle va influencer, mais ce n'est pas elle qui va le faire. C'est-à-dire, elle peut dire claquement de porte et que ça soit le tableau qui tombe. D'accord ? Donc, ce n'est pas aussi précis que ça. C'est juste une énergie qui est dégagée à ce moment-là, qui va pouvoir toucher la matière. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un verre qui a explosé, c'est la même chose. Donc, mais l'entité en elle-même n'a pas la possibilité, elle, de faire claquer le verre. Oui. Pour faire ça, il y a l'énergie de pensée, puisqu'ils sont capables par télépathie de nous dire des choses. Ah oui, bien sûr, ils sont capables par télépathie. Il y a l'énergie de la pensée, bien sûr. Mais l'énergie de la pensée ne va pas faire bouger un objet. C'est l'émotionnel, surtout. C'est l'émotionnel. Et les enfants vont avoir cette particularité de ressentir encore plus dans leur être, dans leur chair, les énergies qui sont tout autour. Et donc, quand c'est pas maîtrisé, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Ils ressentent surtout la peur, et là, c'est pas maîtrisé, et hop, il se passe quelque chose. Clac, clac. Et ils vont voir quelque chose, ils vont voir il y a une lumière qui va s'allumer, etc., etc., etc. Waouh, ça fait très peur. Je suis d'accord avec ça, ça fait très peur. Ça se maîtrise.
Ça se maîtrise. Bon, ça fait des économies d'électricité, ça. Oui, oui, mais tu payes quand même l'EDF. Mais ça peut faire... Alors après, il ne faut pas tout voir comme un signe d'entité. Les gens ils m'appellent, ils me disent « J'ai une lampe à claquer ». Bah oui, ton ampoule à claquer, c'est bien, c'est parfait. Ah oui, mais je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais il est possible que tu aies peut-être un petit défaut électrique ou chose comme ça. Oui, mais c'est la 3e fois. Peut-être qu'encore, il y a peut-être un défaut électrique. C'est pas à chaque fois. Ça peut. Mais il faut pas voir tout comme des signes d'une présence d'une entité. Mais il y a des choses très spectaculaires quand même qui peuvent se passer. Moi, j'ai eu le cas avec une chénifie qui s'est mise en route. Je sais pas, il devait être 6h du matin, mais avec le volume à fond. Et ce n'est pas possible. C'est-à-dire, j'avais pas d'enfant, c'était une chaîne que je n'utilisais jamais. Et ce bouton, jamais j'aurais pu le tourner à fond. Jamais, jamais, jamais. Ça a été très puissante. Jamais j'aurais pu tourner ça. Et donc, à 6h du matin, truc qui se met en route, on sursaute du lit, on vient dans la pièce avec un son fort comme ça, jusqu'à qu'on... Et bon, je sais, il m'est arrivé plein de choses comme ça. Et je sais que... à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, mais on passe toujours à travers le médium. Il y a cette histoire, je crois, au Portugal, où il y avait des visages qui apparaissaient au sol. Eh bien, c'était toujours quand la dame était là. Il y a aussi, là c'est très récent, ils en parlent de temps en temps aux infos ou dans les journaux, en disant « Bon, telle famille dit que chez eux, c'est hanté ». Super, il faut les reloger. Le maire a constaté aussi qu'il y avait des phénomènes paranormaux chez eux. Très bien, donc on les reloge. Sauf qu'après, quand ils font une enquête, dans l'autre ville où ils étaient avant aussi, c'était la même chose. Ils peuvent changer autant de fois qu'ils veulent, l'entité suit l'une des personnes, et en général l'enfant. Donc ils peuvent changer autant de fois qu'ils veulent de lieu. Alors, il y a les entités rattachées à des lieux, il y a des entités rattachées à une personne. Donc après, c'est particulier. J'ai même eu le cas d'une maison hantée où la personne était venue me voir en me disant je vois des phénomènes, je vois une personne qui est là de temps en temps. J'analyse son truc, ok. Et je lui pose une question, je lui dis mais votre maison, elle date de quand? Elle me dit mais on vient de la construire. C'était sur des vergers. Je dis mais non, alors là il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui n'est pas compatible parce qu'elle ne peut pas se rattacher à un lieu, donc elle est rattachée à vous. La personne était à côté de moi, je la sentais pas du tout cette entité, elle n'était pas là. Donc je dis bon c'est quand même bizarre. Elle me dit non mais je vois les choses, mon mari a vu aussi des choses, il n'y croit pas à tout ça, il a vu des choses. On a gratté un petit peu et en fait quand je me suis mis en contact avec l'entité me disait mes vergers, on a construit sur mes vergers. Donc il est rattaché même à un terrain. Des fois, ça arrive, même être rattaché à un terrain. Dernièrement, j'ai eu ma grande-tante qui est décédée. Et on devait débarrasser l'appartement. Et puis ce sont des meubles anciens, même s'ils sont en super état, on essaye d'appeler à gauche à droite pour les donner. Personne ne veut les meubles anciens, c'est pas on est dans l'esprit un peu, on n'a pas de grands espaces aujourd'hui, donc personne ne voulait ces meubles. On devait rendre l'appartement, on se dit bon on va faire quoi? On va les descendre dans la rue, peut-être que quelqu'un les prendra. Sauf qu'ils ne passaient pas dans l'ascenseur, et en plus, comme ils étaient très anciens, on ne pouvait pas les démonter facilement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à casser les meubles. On a cassé les meubles. Donc on a cassé les meubles. On a tout descendu dans la rue, et puis quelques temps après, j'étais avec l'un de mes élèves, et puis j'ai mon oncle qui vient et qui se présente. Et mon élève me dit, mais je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, les meubles, les meubles, les meubles. Je dis, bah oui, il a dû être choqué. En fait, il était attaché, il n'était pas attaché au lieu, mais il a vu qu'en fait, on a jeté ces meubles-là. Ça l'a choqué, etc. Alors, il y a des petites histoires comme ça. Alors, ça ne change rien pour l'entité. Elle est dégagée, etc. Donc, ça ne change rien. Ça va pas... attendez, si on doit tout garder, etc. Parce que la personne aimait bien ça, c'est un caractère aussi. C'est-à-dire que cet oncle était très matière. Il a dû acheter, peut-être faire énormément d'économies pour avoir ces meubles-là. Mais...
qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Il est dégagé, il va réagir vis-à-vis de ça, mais ça ne posera pas de problème ni de réincarnation, ni d'évolution pour arriver jusqu'à son plan. D'accord? Mais des histoires comme ça, il y en a plein. Alors, vu qu'on parle des enfants, racontez-moi un peu ou posez-moi vos questions. Oui, monsieur. Pourquoi une entité est rattachée à une personne? Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être... il y a deux énergies qui attachent. Ça peut être l'énergie positive ou l'énergie négative. Les deux sont des attachements. Donc, et en plus, de temps en temps, c'est même pas forcément dans cette vie-là. Des fois, c'est des histoires de vie passée. Ça va même un peu plus loin. Des fois, ça... Alors, je vais vous faire... ça va pas vous plaire, ça. Ouais. Vous pouvez comprendre par rapport à un enfant perdu. D'accord? Par exemple. Un enfant perdu qui reste attaché à son père, à sa mère, etc. Ça peut même toucher des avortements. Dans certains cas. Mais il faut qu'il y ait eu un lien avant aussi, hein. Je le rassure, je ne suis pas contre du tout l'avortement, pas du tout, hein. Enfin, quand je dis pas du tout, c'est à juste mesure. Mais ne vous dites pas, oh là là, si je fais un avortement, je vais être tenté par le... Il ne faut pas qu'il y ait ce type de discours. Mais par contre, c'est déjà arrivé. Parce qu'il y avait un lien avant. Parce que l'enfant qui devait naître était peut-être en lien avec une vie passée. Avec une de nos vies passées. Dans ce cas-là, elle reste encore un petit peu attachée. Dans ce cas-là. Mais il y a, voilà, un exemple. Mais sinon, ça va être rattaché à une personne. J'ai pas eu le temps de lui dire quelque chose. J'ai pas eu le temps de lui remettre quelque chose. Et donc, je vais transmettre. Ou, il y a ça aussi qui est très fréquent. La personne est triste de mon départ. Et j'ai envie de la consoler. L'entité, des fois, pense ça. Le nombre de en tant que médium, on a tous vécu des expériences comme ça. Le nombre de situations où on voit l'entité à côté d'une personne l'entité vient vers nous et nous demande de lui dire qu'elle va bien. Alors c'est très délicat. Quand c'est une femme, ça pose pas. Enfin, quand je dis c'est un médium femme, ça pose moins de problèmes. Moi, je vais. C'est arrivé à un de mes élèves garçons, ça m'est arrivé aussi, mais. Un de mes élèves garçons qui m'a relaté ça, il me dit, voilà, je suis dans le RER, je vois une personne assise, assez triste à côté, je vois une entité. Et l'entité, elle vient vers moi, elle me dit, mais dis-lui que je vais bien. Il m'a dit, mais je savais pas quoi faire. Parce que comment veux-tu que j'aborde, en plus une femme, et toi un garçon qui aborde une femme, une femme, ça passe un peu mieux. Et encore, des fois c'est très très délicat. L'entité, dans ce cas-là, va rechercher un médium, c'est-à-dire un canal, pour pouvoir passer son message. Pour les entités, les médiums sont plus lumineux. Ils dégagent quelque chose de lumineux quand ils sont en contact, enfin quand ils ont cette connexion. Donc ils vont aller naturellement, et ça peut prendre des fois des années et des années afin qu'elles passent le message. Et donc le rattachement, il peut être sur un objet. Je l'ai déjà évoqué ici, il y a eu un moment où quand on allait à l'hôpital, il y a eu beaucoup de vols dans les hôpitaux. Beaucoup. Donc quelqu'un qui arrivait à l'hôpital avec ses bijoux, etc., on lui retirait pour l'amener au bloc opératoire et les bijoux bizarrement disparaissaient. Ça s'est calmé maintenant. Mais l'entité, elle disait, mais la bague, mon bracelet, mon collier, je voulais qu'ils te reviennent. Et donc, il cherche un médium pour pouvoir transmettre en disant, tu sais, la bague, en fait, elle m'a été volée, mais elle était pour toi. Voilà. Des choses comme ça, ça peut retenir une entité par rapport à une personne. Le lieu, vous imaginez bien, c'est l'attachement au lieu. Je suis attaché à ma maison, ça peut être un objet, hein. Ça peut être complètement... Aujourd'hui, certaines personnes âgées sont rattachées à leur téléphone portable. Parce que c'est leur outil de communication. Donc, je vous en parle parce que des fois on se dit qu'est-ce qu'on fait du téléphone de la mamie ou voilà. Ne le donnez pas à n'importe qui parce qu'il y a un temps et souvent elles sont à côté du téléphone. Donc c'est très particulier. Mon frère qui n'y croit pas, à tout ça, qui me dit toujours si c'était pas toi de toute façon je le croirais pas. Le jour où ma tante est décédée, lui a récupéré le téléphone portable.
Il ne croit pas du tout à ça. Et le lendemain, il m'appelle. Et moi, j'étais là dans la nuit. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, elle vient pas me voir. Je dis que c'est quand même bizarre qu'elle vienne pas me voir. Et mon frère qui m'appelle le lendemain matin, il me dit, mais elle était là avec moi toute la nuit. Je l'ai sentie toute la nuit, alors qu'il ne croit pas. Hein. Et ben, je dis, bah oui, c'est normal, t'as le téléphone. Donc, je dis, je vais le récupérer, ça va te libérer un petit peu. Donc, ça, des objets comme ça, des fois, ils sont rattachés à des objets basiques, vraiment basiques. Oui. Je voulais demander, parce que moi, quand ils passent par l'eau, moi, ils sont passés par les toilettes, admettons. Les entités? Bah oui, donc j'avais le bruit comme quand on appuie sur le... puis ça s'arrête, quoi. Oui. Moi, j'ai eu ça. Ça Non, veut dire... à travers l'eau, et il y a plusieurs modes de passage. Le mode de passage habituel, ça reste le miroir, par exemple. C'est un peu comme une porte pour eux, c'est vrai. Mais alors, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il ne faut pas avoir de miroir chez vous. Hein. Par contre, perso, je mets très peu de miroirs dans ma chambre. Oui, mais perso, l'eau, c'est pas si habituel que ça, c'est pas un passage si habituel que ça, mais souvent, il y a quelque chose souvent en lien avec l'eau aussi. On retrouve des traces des fois d'eau lorsqu'il y a des entités, dans certains cas particuliers. Maintenant, il faudrait que j'étudie. C'est pas classique ce que vous dites par rapport à l'eau. Je suis passée par la chasse d'eau, je rentrais chez moi, donc je savais que c'était mon frère. Paf, il appuyait dès que j'arrivais. Ça s'appuie, mais l'eau coulait pas. Hein. C'était juste le fonctionnement. Et il a fait ça plusieurs fois, puis la nuit, la journée et tout. Et en fin de compte, c'était pas mes toilettes qui étaient... non, c'était lui. Et après, il me l'a dit. Et je me demandais pourquoi il faisait les toilettes. En fait, ils vont essayer... Alors, peut-être qu'il y avait un lien avec son passé à l'entité, et il veut faire remarquer quelque chose face à l'eau, par rapport à l'eau. Mais sinon, il essaye de se manifester, souvent en général, les entités se manifestent de manière maladroite, avec ce qu'il peut. Et à travers vous, il y a ça qui s'est mis en place, cette possibilité. Mais après, il a arrêté, il a fait ça une année. Oui, mais sinon, c'est souvent l'électricité. Souvent, très fréquemment, c'est beaucoup plus simple pour eux, l'électricité. Alors bon, moi, j'ai grillé un four, j'ai grillé pas mal de trucs électriques. Hein, bon, voilà, après, je suis obligé de me rééquiper, merci, à neuf, mais souvent, c'est par le biais de l'électricité. Et oui. La chasse d'eau, il y a le symbole de la chasse d'eau. Hein. Vers quoi? C'est jeter quelque chose. Ah oui, peut-être, mais après, non, en général, c'est plus en général en lien avec l'entité. Une entité qui je sais pas. Alors, il y a des manifestations qui se font vibratoires. Ça, par contre, elles ont accès. Par exemple, l'odeur de la cigarette ou l'odeur d'une pipe, etc. Et ben ça, si l'entité fumait la pipe, et ben ça va sentir alors qu'il n'y a aucune fumée. Donc ça, c'est des choses, mais c'est vibratoire, c'est-à-dire que certains peuvent le sentir et quelqu'un d'autre qui est à côté ne va pas le sentir. D'accord? Donc ça, c'est encore vibratoire. Mais il y a plein de phénomènes. Oui, monsieur? La fabrication d'enfants médiums par des sociétés tribales ou par des Tibétains. Les enfants médiums? Ils les fabriquent en fin de compte en leur rendant la vie très 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 difficile ou ils les gardent dans des conditions extrêmes pour qu'ils développent leur médiumnité. Eh bien, on sait que beaucoup de personnes qui sont médiums, quand ils ont eu une enfance très difficile, en fin de compte, ils allaient vers l'autre monde, plutôt que de demeurer dans celui-là. C'était comme une fuite, mais ils devenaient médiums automatiquement, puis il y en a plein sur Terre, comme ça. Alors, qu'on soit d'accord, c'est-à-dire des enfants qu'on a essayé de maintenir avec cette connexion. Non, là j'ai parlé de deux choses. D'accord. D'un côté, on fabrique des enfants médiums. Ça, je ne connais pas. Plusieurs sociétés. Alors, c'est possible. Enfin, je ne remets pas du tout en cause ce que vous me dites. S'ils fabriquent des enfants médiums, c'est qu'à un moment donné, dans leur culture, en tout cas, il y a le fait de pouvoir passer ou avoir des informations. Donc, effectivement, il y a certaines tribus qui peuvent créer ce type de réaction. Mais on pourrait le faire en apprentissage dès l'enfance d'enfants qui ont une aptitude particulière. On pourrait le faire ici aussi. Dans le positif, je dis. Oui. Et l'autre partie, c'était quoi? L'autre partie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent médiums
après avoir eu une enfance terrible. Parce qu'ils sont poussés vers l'autre monde plutôt que de demeurer dans celui-ci. Alors, pour moi, l'aptitude de voyance ou de médiumnité est une aptitude commune à tous. Oui. À tous. Simplement, encore une fois, il y en a qui ont plus de facilité, plus d'expérience, parce qu'ils ont eu plus d'expérience dans des vies passées, et qui font qu'aujourd'hui, ils ont la facilité de communiquer. Il y a plusieurs niveaux de communication. Il y a aussi ce que moi j'appelle les champions, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns dans le monde qui sont complètement tout le temps connectés, c'est-à-dire qu'ils ne descendent pratiquement jamais ici sur Terre, ils sont tellement en haut. Bon voilà, c'est un pont entre l'astral et la matière. Il y en a quelques-uns comme ça. C'est pas une vie, hein. Pour eux c'est très, je considère que pour eux c'est quand même très particulier parce qu'ils ont des informations constamment. Puis Edgar Cayce, l'exemple. Edgar Cayce, par exemple, effectivement. Mais il y en a d'autres même qui vivent actuellement et qui peuvent avoir ce type d'aptitude. Pour eux, ils ne considèrent pas forcément ça comme très positif. Bon, après, aujourd'hui, on est dans un monde qui accepte à peu près la médiumnité, à peu près. Ça a beaucoup évolué en 20 ans. Moi, ça fait 25 ans que je travaille. Je peux dire que même sur les 10 dernières années, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a eu on a pu utiliser des IRM, donc ce qu'on appelle les scanners, pour pouvoir aller voir dans les zones du cerveau du médium. Et on s'est aperçu d'une chose, par exemple, on s'est aperçu que c'est pas du tout la zone du mensonge ou de la fabulation, de l'imaginaire. C'est une autre zone qui est utilisée. Donc on s'est dit, tiens, bon, c'est bizarre. Puis il y a des expériences aussi qui sont aujourd'hui plus dans des conditions plus scientifiques qu'on estime être des conditions à l'aveugle. C'est bizarre de dire ça pour un voyant, mais on les met dans des conditions où voilà, le voyant ne sait rien, n'a aucune information et on va le tester de cette manière et on s'aperçoit qu'on a des résultats qui sont extraordinaires. Donc la science vient un peu, en tout cas ne rejette moins les voyants et les médiums. Peut-être que d'ici peu, on ne rejettera pas du tout ça, mais bon, en tout cas, c'est cette aptitude qu'on a, on peut tous véritablement la développer. Il ne faut juste pas qu'il y ait un blocage lié à la peur. Et moi, je me retrouve aujourd'hui avec des personnes qui viennent me voir en disant « J'avais ça quand j'étais enfant ou adolescent, ou jeune adulte, maintenant je ne l'ai plus, j'ai envie de le retrouver, j'ai voulu mettre ça de côté parce que vraiment ça me faisait peur, ou vraiment j'ai rejeté ça violemment, aujourd'hui j'aimerais pouvoir retrouver ça, et des fois c'est très compliqué parce qu'on passe là par le côté plus psycho, bien sûr, pour pouvoir aller débloquer ce problème, pour se remettre en contact, parce que bien utilisé, encore une fois, je sais que certaines personnes considèrent la voyance ou la médiumnité comme superflu ou pas utile, enfin bon, ça revient au même de dire ça, mais vont dire mais non, à quoi ça sert de lui dire si tu dois acheter la voiture bleue ou la voiture rouge? Et moi je leur dis effectivement, la question ne m'intéresse pas de savoir s'il doit acheter la voiture rouge ou la voiture bleue, si la personne me pose la question. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est si j'ai la réponse et si la personne dort mieux. Parce que si ça fait une semaine qu'elle ne dort pas parce qu'elle ne sait pas si elle doit acheter la voiture rouge ou la voiture bleue, et si moi j'ai la réponse, et si ça lui fait du bien, je lui donne la réponse, tant mieux. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là, c'est dans l'aide à la personne. Et bon, voilà, je pourrais raconter des histoires et des histoires, mais cette aide existe véritablement, cette aptitude existe. Maintenant, le contact médiumnique, il est très limité. Enfin, quand je dis il est très limité, on est ici dans une salle de voyance et de médiumnité. Des fois, vous avez un médium qui va vous passer un message en disant voilà, c'est votre grand-père, il vient vous dire ça, etc. Ça vous fait plaisir qu'il pense à vous, etc. Mais le message en lui-même n'est pas toujours d'une teneur très intéressante, vous l'avez remarqué. C'est faire un petit coucou, ou des fois faire des petites remontrances en disant t'es pas venu sur ma tombe, tu m'as pas à la Toussaint, etc. Des fois il y a des petits trucs rigolos comme ça, enfin rigolos, moins pour celui qui l'entend, mais ou ne vends pas la maison, ou au contraire, des fois c'est bien aussi, ils viennent nous dire félicitations, t'as réussi ton examen, ou tu vas te marier, etc. Mais en fait, réellement, le contact médiumnique, le message n'est pas si exceptionnel que ça. Par contre, j'ai vécu des expériences, oui,
qui sont exceptionnelles ou qui ont véritablement pu aider la personne ici présente à travers une entité. Mais ces expériences, elles restent épisodiques. Elles ne sont pas tout le temps. Les entités, elles ont la possibilité de communiquer pour certaines. D'autres n'ont pas la force vibratoire de pouvoir véritablement communiquer. C'est une histoire aussi de taux vibratoire entre le médium et l'entité. Et d'autres ne souhaitent pas communiquer. C'est très frustrant d'ailleurs. Il y a certains médiums avec qui j'ai déjà parlé ici en salle, avec d'autres médiums, qui me disent « Moi, je fais de la médiumnité tout le temps, je passe des messages pour les autres, j'arrive pas à me mettre en contact avec mon père, ma mère, mon grand-père, etc. » C'est vrai, hein, c'est souvent le cordonnier qui est le plus mal chaussé, mais c'est vrai, des fois ça arrive. Enfin, alors, des fois c'est l'entité qui ne veut pas, mais aussi... Moi, personnellement, je ne fais pas de voyance au niveau des personnes, de médiumnité. Je ne vais pas aller rechercher le message de personnes défuntes autour de moi. Pour une raison très simple. C'est que je ne saurais pas dire si mon mental a pris le relais ou pas. Donc, c'est frustrant. Voir si on n'est pas formé, vous ne pouvez même pas savoir si ce n'est pas une autre entité qui vient faire de l'usurpation, ce qui est assez courant, par exemple, dans l'écriture automatique. Donc, moi, je ne le fais pas. Donc si l'entité se présente à moi, tant mieux, mais moi je ne vais pas la rechercher. Voilà. Mais des fois l'entité ne se présente pas. Des fois on a certaines personnes dans la famille qui ne se présentent pas. Donc bon, c'est comme ça. Je n'ai pas véritablement d'explication. Il y en a qui vont dire c'est l'histoire de taux vibratoire, etc. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas au niveau émotionnel aussi, si l'émotionnel peut couper. Si vous avez votre grand-père que vous adoriez, et puis d'un coup vous pensez à lui, vous le ressentez, et puis qu'il y a un émotionnel très fort qui ressort, ça peut couper ça. Vous pouvez, ça peut vous empêcher d'aller véritablement à la communication. Voilà. Quoi d'autre comme expérience avec des enfants? Vous avez des personnes autour de vous qui ont... Madame? Moi j'ai une fois mon arrière-grand-mère, c'était pour m'avertir de la naissance de mon fils. Oui. Bien avant, 10 ans avant. Donc en fait c'était chez elle en plus que ça s'est passé. Donc comme vous disiez, bon, ils sont chez eux. Oui. Alors, bon, c'est bien qu'on vous avertisse 10 ans à l'avance que vous allez avoir un enfant. Je ne remets pas du tout en cause ça, et elle l'a fait. Voilà, c'est très très bien. C'est votre aptitude, vous aussi, en tant que voyante ou médium, qui a pu percevoir ça. Donc ça, c'est très bien. Après, réellement, dans l'intérêt, est-ce qu'il y a un intérêt à ça? En fait, elle n'était pas venue toute seule. C'était pour eux, en fait, ils connaissaient l'histoire avant que je la connaisse. Elle est venue avec un groupe de personnes. Hein. Alors attention, moi je donne mon avis, d'accord? Donc c'est toujours aujourd'hui, enfin le passé. Action, pensée du passé, karma, votre histoire du passé, crée votre présent. Dans votre présent et le passé crée votre hypothétique futur. Ça se dirige vers ça. Mais même quand une entité vient vous dire tu vas rencontrer telle personne à telle date, etc. Des fois c'est vrai, des fois ça tombe pile et des fois ça tombe pas. Vous avez tous aussi peut-être eu ce type de message où ce n'était pas juste. Oui ou non? Oui, moi j'ai eu ça. Bah oui, parce que ce n'est pas une science exacte. On n'est pas non plus dans la science exacte et les entités ont accès, comme le médium, à ce qu'on appelle l'éther. L'éther, c'est passer avec, encore une fois, vos pensées et vos actions qui déterminent le présent et qui déterminent un hypothétique futur. Quand on va, le voyant, quand il va aller rechercher des informations comme ça, il va dans l'éther, il va aller voir, donc il va déjà vous parler de votre passé, de votre présent, et puis après il va aller voir ce qui peut être créé. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va arriver totalement comme ça. Là, je sais qu'il y a des partisans du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre. Moi, je suis partisan du fait qu'on a un libre arbitre et qu'on peut quand même bouger les choses. Voilà. Mais bon, après, c'est une autre discussion. Mais sinon, d'ailleurs, là, c'était bien. On vous a dit, vous allez avoir un enfant, donc c'est très bien. Mais des fois, on vous dit, tu vas avoir un accident. Bon, et maintenant, j'en fais quoi? Ben non, si tu vas avoir un accident de train, moi si on me dit je vais avoir un accident de train, je vais plus peut-être prendre le train. Peut-être. Ou oui. Et comment tu fais la différence? Moi, on m'a donné des messages qui sont révélés exacts. Par un médium ou par un autre biais? Alors, la personne est
Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché toi, par l'écriture automatique, par... Non, c'est vraiment quelqu'un qui a transmis un message, d'accord. C'est quelqu'un qui a transmis un message sur mon futur. C'était pour mon avancement spirituel, hein, voilà. Comme ça, c'est... Oui. Et j'étais prédestiné à avancer alors que moi, j'étais complètement dans les coups, hein, j'arrivais, je connaissais rien. Et ça s'est révélé exact. Oui. Et donc alors là, oui, alors, pour toi, alors... ça fait quoi comme différence? Parce que là, tu parlais de... Et je suis là. Pour moi, en tous les cas, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est qu'un futur hypothétique, puisqu'on construit notre vie. Hein. Et là, on a accès à quoi? Parce que tu parlais d'éther. Moi, je connais rien du tout. Hein. Alors, attention, encore une fois, on est dans... je le répète, la voyance et la médiumnité n'est pas une science exacte. Là, pourquoi c'est pas une science exacte? Parce que c'est du décryptage. Parce que d'abord, même quand c'est une entité qui vient nous parler, elle n'a pas de corde vocale, cette entité. Donc elle vient nous parler vibratoirement. Donc le décryptage, il peut être différent d'un médium à un autre. Normalement, ça doit aller dans la même direction. Mais le décryptage peut être différent. Là, j'avais précisé que la personne était médium et voyante. Oui. Peut-être qu'elle avait accès plutôt à la voyance qu'à la médiumnité. Peut-être, mais de toute façon, peu importe. Même dans la voyance, c'est la même chose. On nous pose une question... On a un symbole ou on a un ressenti, mais c'est notre vous prenez des cartes, même chose. Hein, les cartes, elles ne sont pas fixes. Les tarots, il y en a un qui va dire ah bah oui, ça représente ça. Si vous restez juste sur l'histoire de la représentation, vous êtes à côté de la plaque. On est d'accord. Donc c'est celui qui tire qui va par rapport à son ressenti raconter quelque chose, raconter une histoire. Ben, c'est la même chose avec le voyant. Et le voyant peut être bien précis. Bien dans l'énergie et avoir un décryptage qui est bon avec cette personne, parce qu'il y a aussi une histoire de relationnel. Ici, on est en salle, il y a un public, ici, il y a un médium, je vais tout à l'heure faire les médiumnités. Ça peut très très bien se passer, je peux être en forme, je peux être moins en forme, mais il y a aussi le fait que des personnes qui sont ici présentes, de l'atmosphère, un peu comme un artiste qui va jouer de la même manière sa pièce de théâtre un jour, et le lendemain, un jour il va avoir du succès, le lendemain il va pas avoir de succès, bah là il va dire bah oui c'est le public. Alors je suis pas en train de balancer ça en disant oui c'est la faute du public, etc. Mais c'est un échange. Des fois, entre un médium et une personne qui vient la consulter, il n'y a pas ce lien. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Je dis, je suis désolé, je suis pas votre médium, je suis pas votre voyant, c'est pas avec moi. Ne remettez pas en cause la voyance et la médiumnité. Allez voir quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Donc ça, c'est aussi une histoire de relationnel. Donc il y a des moments où le voyant va être assez honnête en disant, non, j'arrive pas à vous donner les infos. Ou celui qui est malhonnête, il va inventer des trucs. Oui, madame. Moi, j'ai eu le cas un jour où on m'a dit non, aujourd'hui, c'est pas possible. Pour moi, il était honnête. Absolument. De faire entrer puis de dire, ah oui, mais c'est ça, exactement. Ah oui, s'il ne ressent pas, s'il n'y a pas quelque chose, il y a un échange, un lien. Nous, c'est arrivé à tous les voyants, à tous les médiums. Hein. Je donne une info, non. Je donne une autre info, non. Je donne encore une autre info, non. Vous êtes comme si, non. Désolé, c'est pas. Alors ça peut être le médium qui est pas en forme, mais ça peut être aussi l'échange qui ne se fait pas. Oui, c'est moi. Il m'avait dit non. Il m'a dit je préfère que vous reveniez dans. C'est ça, exactement. Oui, c'est une histoire aussi d'instant, effectivement. Ça peut, bien sûr. Ça doit être comme ça. Ça doit être fait de cette manière. Quoi d'autre Vous avez des enfants, oui, monsieur, ou qui ont vécu des choses comme ça? Est-ce que les enfants peuvent être en contact avec, disons, des esprits supérieurs? Oui, bien sûr. Parce que quand j'avais 8-9 ans, je sentais le Christ autour de moi, oui. Comme la présence d'un défunt que vous décrivez. Bon, je pensais que c'était le conditionnement du catéchisme, puisque c'est l'époque où j'ai commencé, donc ça a certainement aidé, mais j'avais l'impression qu'il était là autour de moi. Bien sûr, vous pouvez vivre et ressentir, et les enfants aussi peuvent ressentir des énergies très positives, très élevées, des maîtres qui viennent, et dans ce cas-là, c'est positif. Mais même... pour certains enfants, ça fait peur quand même. Bon, vous si vous faisiez du catéchisme et vous reconnaissiez la vibration de Jésus, tout va bien. Enfin, en tout cas, mais même c'est pas si facile que ça. Mais oui, bien sûr, c'est possible. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité. Donc, pour certains enfants, encore une fois, par exemple, si dans votre vie d'avant, vous étiez prêtre,
et vous étiez entouré que de Jésus, etc. Étant enfant, vous pouvez aussi recréer cette vibration sans pour autant que ça soit une entité ou un maître qui vient. Ça peut. Donc on peut pas vraiment complètement savoir. En fait, c'est quand ça dure et quand c'est interactif, là on est sûr à 100% que c'est une entité. Quand c'est vraiment interactif et que ça dure. Oui, madame. Pour un jeune enfant, comment faire la différence entre un imaginaire qui se développe et en même temps des entités qui se présentent? Parce que je crois qu'ils traversent tous certaines parties de leur développement. Comment savoir si la peur de la sorcière, ça dépend de son âge, qui se cache derrière les rideaux, ou si c'est parce qu'il y a peut-être une entité qu'elle est capable de voir? Alors j'ai encore envie de dire la répétition. Donc si c'est constamment, demandez à ce que l'enfant décrive cette sorcière. Des fois ils les décrivent très bien parce qu'effectivement c'est leur imaginaire, donc ils le décrivent parfaitement. Et demandez-lui, c'est presque comme un jeu. Alors elle t'a donné son prénom ? Tu sais que tu peux lui poser des questions. Et tu sais qu'il y a des sorcières, en fait il y a des très gentilles sorcières, etc. Et en fait peut-être qu'elle est là pour t'aider, pour te protéger. Essaie de communiquer. Et après vous allez voir si ça s'arrête, si c'est la fabulation, elle va lâcher le truc. Et si ça continue, là il y a de grandes chances qu'effectivement ça puisse être une entité qui se présente de cette manière. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règle fixe. Il n'y a pas de règle fixe. Il faudrait qu'il y ait un médium qui aille sur place, qui dit « Ah oui, ici, il y a une entité », pour vraiment valider. Sinon, c'est très compliqué de savoir. Si vous êtes sensible, essayez de le savoir. Oui ? Quand des événements sont liés à la présence d'une personne, comme vous disiez tout à l'heure, liés également à une entité, est-ce qu'il convient de dégager l'entité, de comprendre pourquoi il y a ces événements ? Alors, de toute façon, le rôle du médium, c'est à un moment donné de dégager. J'avais vu une émission où il parlait justement d'événements d'incendie en Sicile, je crois, oui. Qui avait fait polémique à la présence d'une fille à un moment donné. Si c'est sur de l'électrique et du magnétique, c'est possible. Si ce feu est d'origine électrique, c'est possible. Il y avait eu plusieurs en fait. Donc, ça pourrait. Mais c'est comme ça aussi fort, c'est en lien avec un médium sur place. Ça passe à travers quand même. Et il convient de dégager. Bien entendu, de toute façon, le rôle du médium, c'est dégager les entités. C'est premièrement d'abord s'occuper des humains. D'abord, parce que le temps ne se découle pas de la même manière dans l'astral. Donc si je dois m'occuper d'une entité, ça va, j'ai quelques instants pour pouvoir dégager quand je dis quelques instants, quelques jours, etc. Ça ne pose pas de problème. Il y a des entités qui sont là depuis la plus ancienne, c'était Première Guerre mondiale, moi que j'ai dégagé, donc ça faisait un petit moment. Donc, mais d'abord l'humain. D'abord ce qui m'intéresse, c'est les personnes ici présentes. Donc, et puis par la suite, bien sûr, se mettre en contact avec l'entité pour pouvoir la dégager si vous arrivez à la dégager. Alors je sais, en ce moment c'est la grande mode, il y a les libérateurs d'âme. Bon, très bien. Des fois les gens viennent me dire, peut-être qu'il y en a ici, qui viennent me dire je suis libérateur d'âme, etc. C'est très bien, mais c'est la fonction même du médium. Et c'est en plus normalement un acte gratuit. Parce qu'il y en a certains qui font payer. Il faut le faire venir chez soi et lui demander, voilà, c'est ça. L'entité ? Non, le médium. Ah, le médium, d'accord, oui. On sent qu'il y a quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est mieux. Alors après, des fois on m'appelle et je sens qu'il n'y a rien, donc voilà. Je veux dire, le fait de libérer les âmes, c'est la fonction même du médium, puisqu'il a la possibilité de le faire. On n'est pas des médecins, mais si le médecin sait soigner, il doit soigner. Nous, on sait libérer une âme, donc on va libérer l'âme. Mais c'est pas tout le temps facile. Question ? Oui ? Quand tu dis libérer une âme, tu veux dire la faire passer ailleurs ou dans un autre plan ? En fait, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de fantômes quand on dit on libère une âme. Alors on peut la libérer parce qu'elle est prête à partir. Donc des fois, elle reste quelques jours à côté de leur corps physique, etc. Donc là, il va y avoir du boulot avec les personnes qui sont décédées. Mais bon, il y en a plus qui meurent, même ne serait-ce qu'en France, chaque jour. Mais pourquoi je parle de l'actualité, c'est parce que une mort violente, les âmes elles restent plus longtemps, elles se libèrent pas toujours facilement.
Donc, une mort violente, il faut pouvoir... souvent, elles ont un message à passer. Elles veulent dire ça, elles n'ont pas eu le temps de dire si, etc. Donc, c'est leur dernière pensée. Et là, ceux qui sont morts, il a dû avoir de grosses pensées envers certains proches. Je veux appeler un tel, ou etc. Donc ça va mettre un petit temps. Mais il faut pouvoir prendre contact avec l'entité, qu'elle vous accorde sa confiance, ce qui n'est pas facile. Si elle ne veut pas partir, vous ne pouvez pas. Hein. Il y en a qui disent « Ouais, envoyez la lumière, etc. » Non, ça la fait partir, mais pas dégager. Pour la dégager, et il faut... Partir du lieu, vous pouvez éventuellement. Mais faire partir du lieu, faire en sorte qu'elle ne se manifeste pas, on peut le faire. Les enfants, par exemple, avec les enfants, on leur apprend ça, ceux qui vivent ça, en disant, vous savez, peut-être que vous l'avez remarqué ici en salle de voyance, de temps en temps, le médium prend l'ascendant. Il dit, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Alors peut-être que vous ne le voyez pas aussi de manière aussi forte au niveau du médium, parce qu'on le fait discrètement. Mais de temps en temps, l'entité essaie de prendre l'ascendant. Tu vas dire ça, tu vas faire ça et tout. Parce que là-haut, des fois, on a des caporals-chefs. Et donc, qui viennent en disant, tu vas faire ci, tu vas dire ça. De toute façon, je ne crois pas à ce que tu fais, mais tu dis quand même ça à telle personne. Donc, voilà. Mais on doit prendre l'ascendant. C'est nous qui maîtrisons. Si j'ai pas envie de te passer le message, je te passerai pas le message. C'est moi qui décide. Et donc, elles ont des fois beaucoup plus de pouvoir sur les enfants, parce que leur crie dessus, des fois. Et donc, il faut apprendre aux enfants à avoir l'ascendant, en disant, non, c'est maintenant tu t'en vas. Maintenant tu quittes la pièce, etc. C'est pas évident pour un enfant de dire des choses comme ça. Mais ceux qui vivent des expériences très lourdes comme ça, il faut leur apprendre, avant de les dégager, de les mettre en lumière, les entités, qu'elles prennent l'ascendant sur l'entité. C'est pas toujours facile, hein, parce les enfants sont souvent dans la peur. Mais c'est très très important ça. C'est très important. Comment ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai pas le droit, mais d'accord. Ouais. Dernière question ? Apprenez. C'est pas évident, encore une fois, on est dans une législation qui font. Enfin, moi je sais que je marche sur les œufs avec les enfants et les ados. Donc, et en même temps, je suis super gêné de tout ça. Je suis choqué de ce que je trouve sur Internet. Ça me choque vraiment. Donc déjà, demandez-leur de ne pas essayer de dire attention, il y a beaucoup de conneries sur Internet aux enfants qui vivent ça. Donc qu'ils évitent d'aller là-dessus. Mais en même temps, ils n'arrivent pas à en parler aux parents, ils n'arrivent pas à en parler à l'école, à leurs camarades. Bon, bah c'est par le biais du forum ou du blog, c'est anonyme, donc je peux balancer ça. Sauf que ils ont des retours qui sont horribles. Là, voilà. Moi, je sais que ça, je l'ai pas vécu avec ces systèmes d'informatique et tout à l'époque, mais je sais que je pouvais pas en parler. Donc j'ai envie d'aider aussi ces enfants ou les parents de ces enfants. Mais c'est particulier. C'est particulier parce que c'est des mineurs et on n'est pas médecin. Et à la base, c'est le rôle du psychologue. Mais je voudrais vraiment insister là-dessus. Que ça soit pour les enfants ou pour les adultes, c'est la même chose. Je n'ai rien contre la médecine, je n'ai rien contre les médicaments. De temps en temps, ils sont très importants. Maintenant, la facilité, c'est quand même de donner un antidépresseur et qui va couper effectivement ce phénomène. Ça le coupe. Donc, des fois, les médecins, ne sachant pas ça, ne sachant pas comment faire, ou étant dépassés, ou n'ayant que cet outil, vont donner l'antidépresseur. Et donc, effectivement, ça va couper. Mais bon... voilà, il y a peut-être un autre moyen. Il y a sûrement un autre moyen. Oui, monsieur ? J'ai une petite question concernant des personnes qui s'éveillent après un traumatisme. Oui. Et souvent, on entend qu'il y a un déclenchement. Bien sûr. Alors, après un traumatisme, tout à l'heure, je vous ai parlé des IRM et des zones. Après un traumatisme, notamment un traumatisme crânien, effectivement, certaines personnes se révèlent avec des aptitudes. Ça peut être aussi après un AVC, après une EMI également, une mort imminente, expérience de mort imminente. Donc tout ça, effectivement, va bouleverser au niveau cérébral. Donc ce sont des aptitudes du cerveau
à voir les choses. Là, en ce moment, j'ai un chef d'entreprise qui n'était absolument pas là-dedans. Il a eu un traumatisme, il voit des choses. Terrible. Enfin, quand je dis terrible parce qu'il ne croyait pas du tout à ça et qu'il ne peut pas en parler ni aux gens vraiment proches parce qu'ils vont le prendre pour un fou. Et en fait, ce sont vraiment certaines zones qui sont par la suite, après ce traumatisme, amplifiées. Autant le ressenti, la vision aux yeux fermés, la clairaudience, donc tout ce qui va être auditif, est accessible à tous, et ça on peut tous le développer, autant la vision yeux ouverts, ça dépend du cerveau. Ça dépend de certaines connexions du cerveau. Donc il y a certains voyants qui vont voir des personnes physiques, les médiums vont voir des personnes physiques en entier, d'autres qui vont voir juste les pieds, d'autres qui vont voir une partie du corps, d'autres qui vont voir des couleurs, d'autres qui vont voir des nuages, d'autres qui vont voir des points lumineux. Et ça, c'est lié au cerveau. C'est juste leur traduction, les yeux le traduisent de cette manière. Et quand certaines zones se libèrent, eh bien on peut avoir accès à d'autres visions et voir une entité en entier. Dernière question, madame. Oui. Oui, pourquoi ils agissent par télépathie et pourquoi nous on peut percevoir quand même en clair? C'est pas de la télépathie déjà. C'est vraiment, si on analyse bien, la télépathie est un autre canal. Pourquoi ils agissent par la pensée, enfin en tout cas par la vibration, moi j'appelle ça. Avoir un contact par pensée, oui. D'avoir de clairaudience, et pourquoi à certains moments on a accès à de la clairaudience? Ça dépend des entités, ça dépend aussi, moi j'entends certains médiums qui me disent mais moi je suis plus clairaudient, moi je suis plus lié à la voyance, à la vision et d'autres dans le ressenti. En fait, on est tous équipés du même outil. De temps en temps, certains médiums sont plus à l'aise avec un outil. C'est plus ça. Ça vient pas forcément de l'entité. L'entité, si elle était violoniste, elle va peut-être vous montrer un violon, ou elle va peut-être vous faire écouter un son de violon. Mais je pense qu'elles ont quand même l'aptitude à pouvoir quand même de temps en temps s'exprimer. Bien sûr, mais comme pour tout, là-haut, vous avez tout type de niveau, au niveau des entités. Tout type de taux vibratoire. Ici, dans notre... ici, un bébé, il ne peut pas s'exprimer véritablement. Il va faire que des sons. Et puis un adulte va pouvoir s'exprimer. Là-haut, c'est la même chose. Suivant le degré vibratoire qu'ils ont plus ou moins d'aptitude. Plus ils sont élevés, plus ils ont l'aptitude de se manifester, de se faire entendre, de se faire ressentir, etc. Merci à tous. On va faire une petite pause. Et je vais faire des médiumnités juste après.